Bien. Eh bien, écoutez, nous allons commencer. Nous avons laissé 5 minutes pour que les retardataires du café ou peut-être même de la soirée d'hier nous rejoignent. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Rouen, ici au Parc des Expositions, pour cette 9e édition des Journées de l'hydrogène dans les territoires. Comme vous le savez, cet événement organisé par France Hydrogène, la région Normandie et la métropole Rouen-Normandie, avec le concours des filières Normandie Énergie, Normandie Maritime, Logistique Seine-Normandie et Normandie Aéroespace, se déroule sur 3 jours. Peut-être étiez-vous là déjà hier. Eh bien, nous poursuivons aujourd'hui, toujours avec des conférences dans ce format de ce matin, mais aussi des ateliers, tandis que les journées prendront fin demain avec un joli programme de visite dont on reparlera en fin de journée. Alors, ce mercredi s'annonce riche également. Ce matin, nous verrons comment l'hydrogène va nous permettre de décarboner notre industrie. 2 secteurs vont retenir notre attention, les transports et l'industrie. Après la pause déjeuner, nous reprendrons nos travaux à 14h. Cette fois, nous nous focaliserons sur l'enjeu de souveraineté que peut représenter l'hydrogène et nous aborderons la sécurité énergétique, la sécurité technologique, mais aussi nous conclurons nos échanges avec la sécurisation des talents. Je veux bien évidemment parler de la formation qui est un enjeu majeur dans cette filière naissante. Voilà pour le programme de cette journée. Sans plus attendre, je vous propose de commencer avec un voyage justement dans nos territoires, de la Bretagne à Paris, d'Auxerre à la région Centre-Val de Loire. Nous allons voir comment nos transports évoluent et vont évoluer grâce, bien évidemment, à l'hydrogène. Pour cela, j'appelle messieurs Marot, Cueff, Palisse et Labelli. Voilà. Donc, oui, je me présente, Philippe Le Galtel, je suis journaliste et donc chargé d'animer cette journée, de faire respecter le timing et les temps de parole, tâche qui est parfois assez dure à vivre. Alors, nous allons donc commencer avec vous, monsieur le maire d'Auxerre, président de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, Crescent Marot. À vos côtés, monsieur Daniel Cueff, vice-président de la région Bretagne. Steve Labelli, responsable des relations institutionnelles chez Sogestran. Et puis William Palisse, chargé de mission service transition énergétique pour la région Centre-Val de Loire. J'ai bien fait de me mettre un verre d'eau. Alors, nous allons commencer avec vous, monsieur le maire, pour parler, j'imagine, bus notamment, mais pas seulement. Nous vous écoutons. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je vais lancer un petit peu cette journée sur la question de l'hydrogène et de la mobilité. Alors, je ne sais pas du tout si on voit la présentation. Parce que j'ai Elle va arriver, vous allez voir. Ah, pardon. Devant vous. Moi. Donc, on va attendre. Alors, est-ce que c'est le début, c'est celui-ci là? Alors, est-ce que ça marche? C'est parti. OK. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le changement climatique, l'urgence climatique. Et quelque part, dans un territoire rural comme le nôtre, dans lequel on a encore la chance d'avoir de la qualité de vie, on fait le diagnostic qui consiste à penser que la transition écologique est un atout pour un territoire comme le nôtre, donc en termes d'attractivité et en termes de développement. Et on essaye de développer cette stratégie avec une vision un peu transversale, donc sur toutes nos politiques publiques, et avec l'obligation de décarboner notre mobilité, puisque les déplacements, c'est à peu près 30% des gaz à effet de serre, donc un impact important sur ce réchauffement climatique. Cette obligation de décarboner notre mobilité au niveau des collectivités a amené mon prédécesseur à faire le choix du bus à hydrogène. Et la région Bourgogne-Franche-Comté,
qui soutenait depuis de nombreuses années la recherche sur cette techno-hydrogène, a essayé de compléter le projet avec la construction d'une station d'hydrogène, de production d'hydrogène vert dans l'Auxerrois. Et donc, lorsque nous avons été élus en 2020, nous avions dans les tuyaux une commande de bus à hydrogène, donc du fabricant Safra, et une construction dans le cadre d'une société de projet d'une station d'hydrogène vert avec une filiale d'EDF qui s'appelle Hynamix. Et on s'est posé la question, puisque sur les budgets mobilité, on est principalement sur des budgets en déséquilibre, donc c'est un budget qui coûte, et le fait d'amener une nouvelle technologie dans un territoire, ça amène un surcoût. Donc, c'est-à-dire un bus à hydrogène neuf, aujourd'hui, c'est 3 fois plus cher qu'un bus traditionnel. Donc, c'est quand même un surcoût très important sur des politiques publiques qui coûtent déjà très cher pour des collectivités comme les nôtres, puisque nous sommes en ruralité, donc la mobilité est très motorisée. Et il y a eu un vrai débat avec les élus en se disant, mais puisqu'on surpaye l'introduction d'une technologie hydrogène dans le territoire, je pense qu'il faut qu'on soit très ambitieux pour qu'un jour, on puisse envisager un retour sur investissement. Et c'est pour ça que, à travers le spectre de la mobilité, donc de cette construction de stations d'hydrogène dans le cadre du projet Oxygène, l'achat de bus à hydrogène, eh bien, très vite, on a essayé de développer toutes les possibilités de mobilité pour essayer d'amener une évolution technologique de cette mobilité sur la techno-hydrogène pour que ça alimente le fonctionnement de notre station de production. Donc c'est le cas, puisque très rapidement la région a travaillé avec la SNCF et Alstom, donc ils ont signé un bon de commande de train à hydrogène, donc c'est échéance 2024-2025. On essaye de développer à travers un écosystème le déploiement sur les véhicules utilitaires légers. Donc là, il y a des petites difficultés, des petits débats avec l'ADEME pour participer au financement de cette transformation de ces véhicules. On travaille également sur le transport poids lourd, parce qu'il y a quand même un gros enjeu. Les transporteurs ont de vraies difficultés aujourd'hui à trouver des solutions pour transformer leur flotte en flotte décarbonée. Certains avaient fait le choix du gaz, du GPL, donc c'est quand même compliqué pour eux. Il y a le GNV, il y a le tout électrique, mais ça pose des problèmes de charge. Donc on voit que l'hydrogène dans le poids lourd, c'est peut-être également une opportunité. Donc on essaye de favoriser cette mutation, cette transformation du parc de véhicules sur l'Auxerrois, essayer de favoriser cette transformation à base d'hydrogène pour que ça devienne des consommateurs de cette station qui aujourd'hui fait 1 MW. On est déjà sur une phase d'extension à 3 MW et on pense qu'à terme, on sera sur une station à peu près à 7 MW, ce qui devrait nous ramener un prix au kilo d'hydrogène environ à 6-7 euros distribué, puisque associé à la station, à la station de production, il y a une station de distribution. Donc les deux sont reliés. Le choix de l'emplacement a été très stratégique, à proximité de la voie ferrée, à proximité du dépôt de bus, à proximité d'une rocade. Donc l'emplacement est assez stratégique pour que ça devienne un hub de ravitaillement en hydrogène sur l'Auxerrois. Au-delà de la mobilité, et je reviens sur cette question de coût de la rupture technologique, il y a un surcoût au départ, ça coûte relativement cher. Et pour une collectivité, on a vraiment essayé de se dire, mais il faut qu'on ait un retour sur investissement. Et dans les choix stratégiques qui ont été faits, on voudrait travailler aussi sur des expérimentations dans d'autres applications. Et en tout cas, il y en a une à laquelle on croit énormément, puisque je pense que vous le savez tous, mais je rappelle que l'hydrogène n'est pas une énergie, l'hydrogène est une façon de stocker l'énergie. Et dans cette utilité de l'hydrogène, on a très vite identifié que le stationnaire, donc appliquer la technologie hydrogène au bâtiment, c'est un intérêt dans les stratégies d'efficacité énergétique ou d'essayer d'envisager demain de transformer notre parc immobilier en immobilier à énergie positive, pourquoi pas. Et l'intérêt de l'hydrogène stationnaire, c'est qu'associé aux énergies renouvelables, eh bien, on arrive à faire coïncider les pics de production avec les pics de consommation. Et on voit bien que dans les périodes comme les nôtres aujourd'hui, où on demande d'être très vigilant sur notre consommation électrique pour passer les périodes hivernales, on a déjà rouvert une centrale au charbon en France. On a critiqué les Allemands, mais on est en train de faire la même chose. C'est temporaire. Pardon ? C'est temporaire. Je me méfie toujours du temporaire, hein, je suis vraiment désolé, mais on voit bien que il va y avoir une concomitance entre cette raréfaction de l'énergie, accentuée par le fait qu'il est nécessaire qu'elle soit décarbonée si on veut atténuer ce réchauffement climatique, et dans le même temps, une évolution de nos usages qui vont
probablement augmenter le besoin d'énergie. Donc il faut qu'on trouve des solutions de régulation, et je pense que l'hydrogène, en tout cas, est une des solutions. On va le voir dans la mobilité, mais on va essayer de l'expérimenter dans le stationnaire, donc dans les bâtiments. C'est ce qu'on est en train de faire donc, à travers un bâtiment à Auxerre Lab, donc, qui en plus va être le pôle, le point central de l'animation de l'écosystème hydrogène. On va essayer de le faire sur un quartier autonome en énergie. Donc là, on va plus travailler sur un mix énergétique entre hydrogène, énergie renouvelable, réseau de chaleur, donc biogaz aussi. Donc essayer d'associer ce mix énergétique en profitant des solutions qu'apporte chacune. Et puis, on va essayer de le travailler sur une stratégie d'efficacité énergétique. Comment on peut à la fois réduire la consommation des logements par l'isolation, mais aussi en essayant de rendre complémentaire l'énergie renouvelable avec la pile à combustible et le stationnaire. Donc ça, c'est une volonté pour continuer à développer la technologie et sensibiliser les acteurs du territoire à ce que peut apporter l'hydrogène dans un territoire comme le nôtre par rapport aux enjeux de réchauffement climatique. Vous l'avez évoqué en préambule, mais pour nous, c'est évident. On s'inscrit dans la prospective, dans l'anticipation, puisque quand on réagit, c'est déjà trop tard. Et on a tout de suite identifié très très tôt qu'il allait falloir de nouvelles compétences pour accompagner l'implémentation de cette technologie dans le territoire. Et donc il était évident, si on voulait favoriser l'émergence de cette techno, la faciliter, inciter des acteurs à l'intérieur du territoire ou extérieur au territoire de venir développer ces process chez nous, il fallait des compétences. Donc dès la rentrée prochaine, on est en train de travailler sur 3 niveaux de formation. Donc sur la formation continue, donc là on va travailler sur des techniciens de maintenance, donc c'est plutôt de la reconversion. Donc on parle de transfert de technologie. Donc par exemple, la région avait beaucoup travaillé sur ces questions-là, puisque autour de Sochaux, il y a un gros pôle automobile, donc on se questionne beaucoup sur l'évolution de ces métiers-là. Donc il faut accompagner toutes ces populations qui demain risquent de se retrouver sans emploi. Donc il faut qu'on leur donne les compétences, les formations pour que demain ils puissent profiter de cette rupture technologique. On va le faire également avec les lycées, puisqu'il faut aussi préparer nos jeunes, les sensibiliser à ce que peut apporter la transition écologique dans ces opportunités en termes de métiers, en termes de valorisation des compétences. Et puis il faut également travailler sur des formations supérieures. Je crois qu'en tout cas, pour nous, petit territoire, c'est important de développer de l'enseignement supérieur en termes de dynamisme, d'attractivité, de capacité à accompagner les entreprises dans leur évolution. Il faut qu'on forme des ingénieurs. Et dès la rentrée également, on va mettre en place une formation Bac+5 en RSE teintée hydrogène. Donc là, c'est vraiment le pari, et je suis rassuré parce que déjà ce matin, j'ai échangé avec des gens de la région qui étaient très sensibles à la question de la formation, et je suis très surpris qu'on ne soit pas encore en train qu'on ait besoin de mettre en œuvre ces formations alors qu'on s'est inscrit dans un plan hydrogène avec plus de 7 milliards. Il est évident qu'il faut qu'on anticipe tout de suite les besoins des compétences et qu'on n'attende pas de les avoir. Mais si vous êtes avec nous cet après-midi, vous verrez que c'est anticipé. Et bien en tout cas, je vous félicite, parce que dans notre région, ce n'est pas encore le cas, et on se confronte à beaucoup de difficultés pour convaincre les acteurs du monde académique de mettre en place ces formations. Et il faut qu'on aille très vite, parce qu'on est quand même sur des modèles économiques disruptifs. Donc il n'y a pas le temps d'adaptation, ça va être très brutal, très violent. Et si on veut que l'humain ne souffre pas, il faut qu'on lui donne les moyens de profiter des opportunités que va créer cette transition technologique. Et on a voulu concrétiser un petit peu tout ça dans une démarche. Alors je suis passé, j'ai vu qu'il y avait déjà une technopole à Rouen, donc j'ai dit c'est très bien, c'est une très belle métropole, elle est très ambitieuse, très dynamique, très contemporaine. En tout cas dans la nôtre, il n'y en avait pas. Et on a mis en place une démarche technopolitaine autour d'un label qui s'appelle Auxerre Green Lab, qui résume un petit peu cette vision stratégique de ce que peut apporter la transition écologique dans un territoire comme le nôtre, parce que ça peut rimer avec développement économique. Et cette démarche technopolitaine, on le fait à travers ce label Auxerre Green Lab, avec vraiment cette volonté d'accompagner la transition écologique à travers l'innovation, parce qu'on est sur de nouveaux métiers, des nouvelles compétences, des nouveaux modèles économiques. On voit bien qu'il y a encore 3 ans, on disait que l'Europe allait devenir le tiers-monde, et on se dit qu'aujourd'hui, il y a peut-être une opportunité de réindustrialisation de l'Europe. Donc c'est quand même une très belle opportunité qu'il faut saisir, avec peut-être un impact positif sur notre environnement.
La filière hydrogène est une des composantes, puisqu'on voit bien qu'on est déjà dans la phase expérimentation. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est à travers des sites physiques. Donc Auxerre Lab, je vous ai expliqué, hein, c'est le cœur de cette démarche technopolitaine avec un incubateur pour des startups. On va essayer de travailler sur Auxerre Factory. Donc là, ça va être un Fab Lab dans lequel on va permettre le prototypage de cette innovation pour permettre son expérimentation. On va travailler sur un campus universitaire puisqu'il faut favoriser la formation, l'enseignement supérieur parce que ça booste aussi l'évolution des entreprises de l'Auxerrois. On va travailler sur des thématiques, puisqu'on a dédié 3 zones d'activité. Donc, Auxerre Park, qui va être sur ces questions de logis et industrie, en intégrant vraiment la politique RSE dans ces grands groupes de distribution, puisque le bilan carbone va être quand même stratégique. On va travailler sur une autre zone d'activité qui s'appelle Auxerre Ecopark, où là, toujours dans cette notion de transition écologique, on va travailler sur la valorisation du déchet. Il y a une très grosse opportunité sur cette filière de valorisation des déchets, en lien avec l'énergie, en lien avec les matières premières de seconde vie. Donc il y a une vraie opportunité. D'ailleurs, on travaille déjà sur un projet de formation d'ingénieurs sur ces questions-là. Et puis le troisième, c'est Auxerre H2 Park, donc à proximité de la station de production d'hydrogène, puisque à travers ce parc, on va essayer de travailler sur la transition énergétique. On parle dans le territoire de l'Auxerrois d'autonomie énergétique. On y croit beaucoup à travers le photovoltaïque, l'hydroélectrique, l'éolien, puisqu'on a un gros parc éolien. Donc on essaye de travailler sur ce mix énergétique en essayant d'insuffler dans le tissu économique auxerrois cette possibilité de profiter de l'innovation dans l'amélioration des processus qui, on a un tissu de PME, de TPE, paraît souvent impossible, improbable. Et donc, c'est d'essayer de dire que même dans une PME, dans une TPE, on peut profiter de l'opportunité de la transition écologique dans l'amélioration de ces processus et dans son impact environnemental. Voilà le projet de l'Auxerrois. Donc, vous voyez, de la mobilité, on arrive au stationnaire, donc au bâtiment, à l'efficacité énergétique, en passant par la formation professionnelle et le développement économique. Et c'est aussi ça la mobilité, c'est être capable de se déplacer dans toutes les grandes politiques publiques qu'on doit mener au sein de nos collectivités. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cette présentation du territoire, effectivement partie du bus pour arriver à cette mobilisation du territoire. Quelques mots sur le nombre d'habitants à Auxerre et pour l'agglomération. Quelques mots également sur votre flotte de bus et le montant du projet. Donc Auxerre, c'est ce que j'ai dit, c'est un territoire rural, c'est une ville de 35 000 habitants, même si on a un club en Ligue 1. C'est une club de football. Oui, tout à fait. Mais le rugby, c'est à Nevers, je suis désolé. On a une agglomération de 70 000 habitants. Alors certes, on est à peu près à 150 km de Paris, on est dans un axe nord-sud Paris-Lyon, nord-Europe, sud-Europe avec l'autoroute A6. On a quelques infrastructures, le train, la rivière avec les canaux, on a un petit aéroport. Cependant, on est un territoire qui n'est pas très dynamique. On a une baisse démographique, on a un vieillissement de la population, on a une paupérisation de cette population. C'est quand même paradoxal vu nos implantations, vu notre situation géographique, vu nos infrastructures. Donc il faut qu'on redonne le goût à ce territoire de se développer. Donc l'hydrogène, ça a été une vraie opportunité pour dire à des territoires comme les nôtres, mais on peut innover, on peut déployer de nouvelles technologies dans les territoires comme les nôtres. Donc c'est ce qui s'est passé sur l'hydrogène. L'hydrogène, donc la station d'hydrogène, donc c'est une société de projet, donc on porte partiellement l'investissement à travers notre délégataire Transdev qui va acheter l'hydrogène à la société de projet Oxygène. C'est un investissement d'un peu plus de 10 millions d'euros, cette station d'hydrogène. Les bus, c'est un investissement d'environ 4 millions d'euros. Donc dans un premier temps, on a acheté 5 bus. On a un parc à peu près entre 15 et 20 bus dédiés à notre réseau de transport. Donc on verra si on renouvelle la quasi-totalité des bus avec des bus neufs où on travaille déjà sur le rétrofit. Je sais qu'il y a GCK, c'est une entreprise que j'ai été visiter avec laquelle on discute parce que je pense que ça peut permettre aussi de réutiliser des bus qui n'ont pas encore atteint l'âge limite, donc avec un surcoût moindre qu'un bus neuf. Donc on essaye de travailler sur ces questions-là. Et on va essayer
d'essayer d'inciter l'État, parce qu'on voit bien qu'il y a encore des freins. Je ne sais pas si vous avez des échanges avec l'ADEME, mais en tout cas en Bourgogne, c'est encore compliqué de les amener sur ces questions de rétrofit sur du véhicule utilitaire léger, alors qu'actuellement les demandes, elles se font là. Donc je leur dis, vous ne pouvez pas être déconnecté des besoins, donc il faut vraiment qu'on essaye d'adapter les dispositifs pour répondre vraiment à la demande, parce que c'est... plus on va déployer cette technologie, en tout cas, plus ça va la développer et plus on va convaincre les gens que c'est une des solutions pour amener une mobilité propre, sachant que un des enjeux qui va nous arriver très vite, c'est la distribution, en tout cas pour la mobilité. On voit bien qu'on ne pourra pas construire des stations de production partout, surtout si on veut de l'hydrogène vert. Donc il faudra trouver des systèmes. Il y a différentes stratégies. Donc il y a ceux qui utilisent les réseaux de gaz. Il y a ceux qui utilisent des stations de proximité. On peut penser aussi qu'une des solutions, ce sera les bonbonnes, un peu comme les Butagaz, Antargaz, donc pour du gaz de ville. Donc on voit qu'il y a différentes stratégies qui sont en train de se développer. On va être très vigilant sur toutes les opportunités qui se créeront autour de cette techno. Merci Crescent Marot. Nous allons prendre le large, si j'ose dire. Nous allons quitter l'intérieur des terres pour la mer et une belle région, Monsieur Cueff, la Bretagne. Vous en êtes vice-président en charge de la mer et du littoral. Et je crois que vous allez nous emmener, pas nous mener, mais nous emmener en bateau. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, la Bretagne, vous le savez, c'est une grande région maritime, 3330 km de côte si on intègre la Loire-Atlantique. C'est une presqu'île quelque part, et c'est 20% la France pêche 20% du poisson qu'elle consomme, et 40% de ces poissons viennent de Bretagne. Nous sommes armateurs, puisque nous desservons les îles, donc avec une quinzaine de bateaux aujourd'hui qui transportent quand même plusieurs millions de personnes par an sur ces îles. Donc nous sommes face à des difficultés, je dirais, énergétiques importantes, et des atouts aussi importants, puisque la Bretagne, il y a 40 ans, a refusé la centrale nucléaire de Plogoff, On s'en rappelle. On s'en rappelait, où l'État voulait faire une centrale, parce que c'est une péninsule, la Bretagne, et que donc évidemment il y a une problématique de fourniture électrique. Mais les Bretons et les Bretonnes se sont très fortement mobilisés, et en 81 le projet a été annulé. On sait faire ça en Bretagne, annuler Oui, je crois, oui. Qui ne sont pas conformes à ce qu'on souhaite. Donc on se retrouve là actuellement avec une stratégie de l'État en région que nous soutenons très fort, qui est la production d'éoliennes en mer offshore, donc la baie de Saint-Brieuc. Vous avez vu aussi beaucoup de houle sur ce projet-là, mais qui est en construction aujourd'hui. Et le deuxième qui alimentera dans 830 000 habitants. Et le deuxième projet qui est en préfiguration au large de Belle-Île-Groix, qui à terme fournira également le même nombre d'habitants. Donc, transition électrique qui nous interroge sur la capacité de cette transition électrique, avec un électron qui produit localement, va chercher à être consommé localement. Ce n'est pas politique, c'est physique. Et est-ce que toute ou partie de cette énergie électrique peut servir notamment à la décarbonation de notre pêche, d'une part, et de notre armement de desserte des îles, d'autre part. Donc, sur le plan de la décarbonation de la pêche, nous allons aller très vite sur ce qui est les barges d'ostréiculture. Plusieurs centaines de barges vont très certainement, dans les mois qui viennent, être soit en motorisation électrique, soit en motorisation électrique hydrogène, selon les nécessités de stockage de cette énergie, les conditions météorologiques en particulier, les conditions d'éloignement des parcs ostréicoles. Donc ça, nous allons y arriver très vite. Le 11 juillet prochain, nous inaugurons la première barge électrique hydrogène avec les ateliers de Bretagne Sud. Là-dessus, nous sommes très rassurés, puisque nous avons aussi la capacité de flécher les fonds européens gérés par la région sur cette transformation de la pêche. Nous avons aussi certainement, alors là c'est plutôt nous qui avons des problèmes de type paperasse, c'est-à-dire beaucoup de projets aujourd'hui sont prêts
peuvent être mis en place, mais il y a des paperasses, il y a une lourdeur administrative qui empêche cette réactivité. Mais nous allons mettre en place un premier transport donc de passagers, donc motorisation hydrogène, le projet Ilias qui se trouve entre Vannes et l'île d'Ars. Alors c'est un projet dans le golfe du Morbihan. Dans le golfe du Morbihan, donc c'est un projet qui est plus facile aussi parce que le bateau va être plus léger. Je crois que vous avez des slides, monsieur Cueff. Peut-être, oui. Alors, sur la flèche verte. Je ne sais pas. Voilà. Hop. Ça. Non. Ça, c'est vous, ça je sais pas. Alors, si la Bretagne veut s'accaparer de Centre-Val-de-Loire, ça peut se faire devant nous ce matin, mais je ne crois pas. On va faire un référendum. Attendez. Bon, j'en sais rien. Voilà. Donc on arrivera sur ce golfe du Morbihan parce que les conditions météorologiques sont assez calmes, on va dire. On arrivera à construire probablement à terme plusieurs bateaux, plusieurs navettes. Le bateau est plus léger, on va y arriver. Hein. Je pensais même que c'était déjà prévu sur mon planning d'aller inaugurer ce bateau, mais il y a des problèmes de paperasse. Donc on a par contre deux soucis importants, d'où un appel à projet que j'annonce ici aujourd'hui, une initiative de la région Bretagne sur les bateaux de pêche. Nous savons que là, nous sommes devant des difficultés technologiques plus importantes. Les arts dormants, donc ce qui sont les casiers, ou les arts drainants, donc les filets, demandent beaucoup d'énergie et demandent une énergie pour aller en mer pendant un temps assez important. Donc nous lançons un appel à projet pour voir si nous allons pouvoir créer et financer ce type de bateau, en sachant que nous avons en Bretagne un métabolisme territorial très pro-hydrogène. Nous avons beaucoup d'entreprises qui sont soit capables de répondre, les chantiers par exemple, soit en formation, soit en termes de techniciens, d'ingénieurs, soit tout de suite, soit après un processus de formation. Donc nous avons des centaines de bateaux de pêche aujourd'hui qui vont disparaître s'ils ne trouvent pas une décarbonation. Parce que le coût du pétrole aujourd'hui, outre le fait que c'est un coût important sur le plan financier, c'est aussi un coût important sur le plan écologique. Donc il n'y aura plus de pêche en Bretagne s'il n'y a pas de décarbonation des bateaux de pêche. Nous allons rentrer dans une phase extrêmement difficile puisque nous allons rentrer du fait du Brexit dans une sortie de flotte où un certain nombre de bateaux, on ne sait pas encore le nombre de bateaux, vont être mis à la casse. Parce que les pêcheurs vont avoir la possibilité d'enlever leur bateau de l'exploitation, parce qu'ils vont recevoir des fonds liés au Brexit ou liés également à la baisse de certains quotas, comme les quotas de la sole. Donc nous avons décidé, face à cette catastrophe économique pour les pêcheurs, mais aussi pour toute l'économie bleue derrière, de faire un projet en Bretagne de rentrée de flotte. Donc ça veut dire que ce sera avec de nouveaux bateaux, de nouvelles motorisations, que nous sommes en train de discuter avec la Commission européenne, favorablement, puisque nous savons que probablement la présence d'hydrogène sur ces bateaux demandera une jauge plus importante, qui ne signifiera pas pour autant capacité de pêche supplémentaire. Donc nous négocions très fort avec la Commission européenne là-dessus, positivement je pense actuellement. Donc il y a un métabolisme territorial, il y a des chantiers qui peuvent se développer, il y a une industrie qui peut se développer, à la condition que nous y arrivions. D'où cet appel à projet, puisque nous ne souhaitons pas en région Bretagne, sur cette histoire-là, être dans une situation de directeur ou de directrice de centrale d'achat en regardant ce qui existe dans le monde et puis acheter ce qui va de ce qui ne va pas. Donc on a fait un benchmark là-dessus pour voir tout ce qui existe dans le monde. Ça existe, c'est possible. Et tous les opérateurs industriels, designers, armateurs qui souhaitent aujourd'hui se lancer dans cette filière auront l'appui de la région Bretagne, financier et ingénierie. L'autre aspect qui est plus compliqué pour nous, c'est nos bateaux, parce que les bateaux qui font le Conquet Ouessant, par exemple, ça tangue dur. Donc beaucoup d'énergie. Donc il y a là une décision politique qui a été prise par le président de région. Notre flotte sera
décarboné et sera décarboné à l'hydrogène. Donc c'est une décision politique. Mais la politique, c'est d'avoir le choix entre plusieurs solutions, mais encore faut-il que ces solutions existent vraiment. Donc c'est ces solutions que nous cherchons aujourd'hui, nous allons les explorer, puisqu'il se trouve que l'entièreté de nos 15 navires vont être renouvelés, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de vieillissement de la flotte, etc. Donc c'est l'occasion à la fois de changer la motorisation, mais peut-être aussi de changer la capacité, enfin la façon dont nous accédons à ces îles. Aujourd'hui, c'est quand même incroyable que la région Bretagne transporte des voitures diesel sur des îles, en sachant que ces voitures vont disparaître. Donc il y a un métabolisme aussi des îles à avoir. Il y a un travail que nous menons avec l'État et sur le fait que les îles doivent préparer aussi leur transition électrique, leur transition énergétique, être aussi le plus autonome possible sur ces questions-là. Donc ça demande de revisiter, de repenser le transport maritime passager et de renégocier en fait avec les îles cette continuité du service public qu'ils revendiquent légitimement, mais qui peut-être devra prendre d'autres formes et d'autres formes d'usage essentiellement. Donc là-dessus, nous sommes prêts, nous comptons beaucoup sur ce colloque aujourd'hui pour faire savoir ce projet et faire converger en Bretagne toutes les initiatives qui pourraient nous aider à concrétiser ce projet politique. J'ai trouvé sur votre stand la carte des projets hydrogène renouvelable en Bretagne. Elle est assez fournie. Il n'y a pas un espace de vide. C'est le bordel, quoi. Ah non. Ça foisonne. Il y en a de tous les sens. Quand on m'a présenté cette carte après les élections régionales, j'étais impressionné, quoi. Et j'étais surtout impressionné parce qu'on était dans l'incapacité totale dans les services d'en faire un PowerPoint. Ça, c'était un bon signe pour moi. Donc ça foisonne dans tous les sens, ça recherche dans tous les sens, ça start-up dans tous les sens, ça se forme dans tous les sens. Et nous savons aujourd'hui qu'il va falloir que la puissance publique, que la commande publique puisse fédérer l'ensemble de ces compétences et de ce métabolisme territorial. C'est à nous de faire ce boulot-là et le président de région a décidé de le faire. La navette que vous attendez avec impatience pour l'inaugurer, si ce n'est pas là tout de suite, c'est maintenant projeté pour quelle échéance selon vous? Est-ce que les touristes pourront l'emprunter cet été? Non? Oui, si vous voulez, on est en France, quoi. Donc il y a plein de, on n'a aucun problème sur le plan technologique, c'est résolu, les assurances sont résolues, la construction du bateau est programmée, ça fonctionne, il faut que ça aille maintenant sur la mer, mais il y a un problème de responsabilité par rapport à où sera l'hydrogène, est-ce que c'est sur le port de Vannes, est-ce que c'est sur le port de Lorient, est-ce que c'est sur propriété interrégionale, est-ce que c'est l'État, etc. Enfin, donc c'est ce genre de soucis qui sont politiques, qui sont administratifs, qu'il nous faut résoudre pour que ce projet prenne le large, quitte le port et prenne vraiment le large. Donc l'an prochain, à la 10e édition des Journées de l'hydrogène, vous nous montrerez votre photo sur le bateau. Nous pouvons envisager que la prochaine édition soit en Bretagne, à la condition que le bateau soit opérationnel. Sinon, vous avez fait acte de candidature, j'espère. Je ne sais pas. Très bien. Quelques mots sur ce projet. La puissance du bateau pour ce premier navire? Je ne sais pas si on a les... Combien? 300 kW. Très bien, je répercute la réponse. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Monsieur Couef. J'avais un mot à vous demander, mais je ne le retrouve pas. Mais si ça me revient, je me retournerai vers vous. Nous poursuivons avec vous, William Pallis. Vous êtes chargé de mission service transition énergétique. Nous revenons dans les terres avec vous pour cette région centre, Val-de-Loire. Et vous allez tout nous dire des projets que vous menez. Évidemment, dans l'hydrogène, nous vous écoutons. Ça fonctionne. Et vous avez l'instrument qui vous permet d'avancer. Ça va partir, vous allez voir. Ok.
Merci de me donner la parole. Je tiens déjà à excuser Anne Beignet, qui est la vice-présidente en charge de l'enseignement et de la recherche supérieure, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc, je vais un peu la représenter. Donc, moi, je suis chargé de mission, direction de l'environnement au Conseil régional du Centre Val-de-Loire. Et donc, je m'occupe du sujet de l'hydrogène. Alors, juste pour un petit rappel, c'est bien de faire un petit rappel géographique. Et la région Centre-Val-de-Loire, c'est la carte que vous voyez là, c'est Chartres au nord, c'est Orléans, Blois, Tours, qui c'est l'axe ligérien de la Loire. Et puis dans le sud, c'est le Berry avec le Bourges et Châteauroux. Région agricole, pas de grosse métropole de Orléans et Tours. Assez industriel, mais avec un tissu de PME, mais pas de gros industriels sur le sujet. Alors, c'est vrai que nous, la région, comme toutes les régions, on a travaillé, on a fait le bilan carbone du territoire. On voit que le secteur de la mobilité est le premier, en tout cas chez nous, et c'est le premier secteur quand on regroupe le transport de personnes et le fret. Donc c'est un enjeu très important, et en termes de consommation énergétique aussi, c'est très important, c'est un tiers. Et du coup, comme toutes les régions, on a travaillé sur un schéma régional d'aménagement, développement durable, d'égalité territoire. Voilà, c'est un exercice un peu stratégique pour se projeter jusqu'à 2050 et se dire comment on avance et puis qu'on met en place, on va dire, le développement durable en région. Voilà, donc on a des objectifs énergie-climat qui sont très ambitieux, décarbonation en 2050, couverture à 100% par des énergies renouvelables, des consommations régionales. Entre autres. Et donc, sur le secteur de la mobilité, on a ces objectifs aussi qui sont déclinés, donc moins 60% de consommation énergétique et une décarbonation en 2050. Donc, autant vous dire que c'est des objectifs très ambitieux. Puis, dans le parallèle, on a aussi un développement très fort, là, c'est le graphe de droite qu'on a en bas, tout en bas à droite, développement très fort des énergies renouvelables, toutes les formes d'énergie renouvelable. Alors, la région donc, a travaillé aussi sur, un peu comme toutes les régions aussi, sur une feuille de route stratégique pour déployer l'hydrogène renouvelable. Donc, en effet, on voyait beaucoup de choses émerger, et on s'est dit que ça serait bien d'organiser aussi un petit peu les choses, et surtout de stimuler l'émergence des projets en région Centre-Val-de-Loire. Donc voilà, on a travaillé sur une feuille de route qui a été adoptée l'année dernière, avec 5 axes, 26 mesures, qui vont de la gouvernance, comment on organise tout ça en fait, comment on communique sur le sujet, soutien à la production, on va dire à la demande, à l'offre, et puis toutes les compétences de la région, puisqu'on a une grosse flotte de cars par exemple, on a les trains, et puis tout le travail sur les compétences de la région qui sont sur la recherche, la formation, la filière industrielle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la feuille de route, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais j'ai extrait les mesures en fait, qui sont relatives à la mobilité. Parce qu'en fait, quand on a fait un peu le diagnostic en région Centre-Val-de-Loire, on s'est aperçu que si on voulait aller vraiment sur l'hydrogène, les usages qui seront sans doute prioritaires en région Centre-Val-de-Loire, c'est sur la mobilité. Parce qu'on n'a pas de port, on n'a pas d'aéroport, on n'a pas de gros industriels consommateurs d'énergie pour leurs process, comme les sidérurgistes qu'on peut voir à Dunkerque. Donc, chez nous, vraiment, l'axe, c'est particulièrement sur la mobilité. Parce que, vous voyez, il y a une petite carte qui est toute petite là à gauche. On est quand même placé sur un des corridors européens, notamment sur le transport routier, qui est la A10, avec 13 000 poids lourds par jour qui passent quand même. Voilà, et puis on est une région rurale aussi, donc c'est pour ça qu'on l'a vu sur l'impact carbone, c'est que la mobilité est très importante chez nous parce qu'on est quand même dans les zones rurales. Voilà, donc on a toute une liste de mesures, je ne vais pas toutes les lister là-dessus, mais qui sont en lien avec, pour émerger, on va dire, la mobilité et l'hydrogène. Et là, je vais faire juste un petit zoom sur une des mesures qui est très en lien avec la logistique aussi, comme on en avait parlé. C'est le lancement d'une étude qui s'est clôturée, donc c'était l'élaboration d'un schéma régional directeur d'avitaillement pour déployer des infrastructures pour livrer de l'énergie verte et décarbonée pour la mobilité. Donc c'est une étude qui a regardé l'hydrogène, le bio-GNV, le GNV, bio-GNV, et aussi l'électrique. Donc je vais rapidement présenter ce qu'on a pu faire là-dessus. Donc l'objectif de cette étude, c'était de mobiliser et accompagner les acteurs économiques et publics, de dire, si on se projette dans les années futures, avec l'évolution du parc de véhicules, sur l'hydrogène, sur les 3 énergies, qu'est-ce que ça va donner en termes d'infrastructure derrière, et où faut-il les positionner
dans une logique de maillage régional. Voilà, donc derrière des scénarios de développement, de maillage, une cartographie des zones potentielles. Et sur la base de ça, l'idée, c'était de mobiliser après les acteurs territoriaux sur les territoires pour leur dire ah, dans votre secteur, il y a peut-être des opportunités de mettre en place des infrastructures de distribution de ces énergies-là. Alors tout ça, c'est en parallèle aussi au développement, on va dire, des écosystèmes hydrogènes. On verra une carte un petit peu qui est après. Donc on a fait un travail d'1 an sur ce sujet-là avec plein d'acteurs. On l'a fait en concertation avec des livrables derrière qui seront un rapport final de l'étude qui va donner des chiffres de prospective, un guide d'aide à la décision, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui est sur un territoire qui voudrait mettre en place des stations, comment je dois m'y prendre, donc les points de vigilance, la checklist, ainsi de suite. Et puis des cartes qui vont mettre en évidence, on va dire, les territoires où c'est pertinent d'implanter cette infrastructure. Alors il y a toute une partie état des lieux on a démarré par une partie état des lieux, donc tout ce qui est loi, et puis tout un travail sur la maturité de l'offre véhicule. Alors on a regardé beaucoup la mobilité, le transport routier, mais on a regardé aussi un petit peu le train, les voies navigables, mais on s'est concentré surtout sur le transport de marchandises, transport de personnes, sans exclure aussi les particuliers hein, sur le sujet. Et puis donc il y a eu un travail pour regarder la maturité de l'offre des véhicules. On voit que sur un véhicule individuel, on a une maturité un peu sur toutes les technologies. Sur le train, on est encore en expérimentation sur beaucoup de choses, même s'il commence à y avoir des commandes sur des trains hydrogène, par exemple. Et puis sur les camions, sur les poids lourds, en tout cas, on voit que sur le GNV, c'est plutôt mature. Sur l'électrique, c'est pas si mature pour les longues distances. Pour les petits tonnages, on voit des choses, une maturité. Et sur l'hydrogène, alors en développement, mais on voit quand même de la maturité qui commence à arriver sur certains types de véhicules. Et puis il y a eu un état des lieux des infrastructures qui existaient déjà en région, parce qu'on n'avait pas cette vision-là. Donc sur les bornes électriques, 1500, et puis 8 stations, alors bien équipées en bornes électriques en région Centre-Val-de-Loire. Mais après, sur les stations bio-GNV, GNV, bio-GNV et sur l'hydrogène, on est un peu une dent creuse en France. Hein. Donc là, on a vu qu'il fallait vraiment avancer sur ce sujet-là. Et puis on a fait dans ce travail d'état des lieux, on a regardé aussi un petit peu ce qui était produit derrière en énergie renouvelable. L'énergie, 13% de l'énergie produite en région Centre-Val-de-Loire, c'est du renouvelable, le restant c'est du nucléaire. On a 4 centrales, hein, donc on est dans une région nucléaire avant tout. Mais on voit quand même voilà, beaucoup d'éoliens en région Centre-Val-de-Loire. Et puis on a aussi de la méthanisation, de la production de biogaz qui est très importante aussi en région Centre-Val-de-Loire et qui va se développer puisqu'on est une région agricole avec des objectifs très élevés là-dessus. Mais ça, je sors un peu du champ de l'hydrogène. Alors, dans l'état des lieux, on a fait aussi tout un travail. On a regardé les principales plateformes logistiques, hein, c'est la carte de gauche qu'on voit là. Donc on voit, il y a la plateforme d'Artenay par exemple, qui est la quatrième pôle logistique de France, Bourges aussi, qui est un gros pôle logistique. Donc on est une région avec beaucoup de logistique. Et donc on s'est dit que là, il fallait vraiment travailler sur ce sujet-là. Et puis dans l'étude, on a regardé tous les flux routiers, donc les trafics routiers, les échanges interrégionaux. Voilà, bon, on a mixé tout ça et on a pu faire derrière des modélisations pour estimer derrière là où il faudrait implanter ce genre d'infrastructure. Donc voilà, on a sorti des cartes. Alors là, je vous ai sorti spécifiquement la carte sur l'hydrogène, où là, on a les résultats un peu de la modélisation. Donc on voit des objectifs, en tout cas sur le nombre de véhicules qui sont affichés. Donc c'est des équivalents poids lourds, hein, mais ça mixe dedans tout type de véhicules. On a des objectifs très élevés de 5400 en 2030, et puis on monte jusqu'en 2050 à 8000 véhicules. Et derrière, on a pu calculer le nombre de pistes hydrogène nécessaires. Donc une piste hydrogène, c'est un pistolet, hein, c'est un emplacement pour un véhicule. C'est pas une station, hein, mais on compte en nombre de pistes. Actuellement, on en a 2 en région Centre-Val-de-Loire. Une qui est plutôt en Indre-et-Loire, sur la Loire à vélo, qui alimente des vélos à hydrogène. Il y en a un qui est d'ailleurs en expo à l'extérieur, qui ne vient pas spécialement de là, mais qui vient de la société Pragma qui a fait ça. Puis on a une autre station privée d'une collectivité sur une flotte de Kangoo. Voilà, mais on n'a que ça. Hein, et donc, par contre, on a beaucoup de projets d'écosystèmes
qui sont en train de se développer. On verra là sur la liste, sur une carte après. Sur cette carte, on voit les stations existantes en bleu foncé. En projet, c'est celles qui sont à moitié blanc, à moitié bleu. Et puis des stations en réflexion. Donc là, on a une carte 2030 où on a fait apparaître les projets de stations déjà actuellement et les communes qui sont mis en évidence. C'est à l'échelle communale qu'on a mis en évidence. Où là, ça serait vraiment pertinent d'implanter une station hydrogène compte tenu, on va dire, des flottes de véhicules à proximité, des flux logistiques, de tout ça, et des bassins d'emploi. Donc 43 nouvelles pistes en 2030. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé, on va dire, les besoins d'hydrogène, et notamment les besoins, on est très hydrogène renouvelable en région Centre-Val de Loire. On a voulu voir un peu l'impact que ça pouvait avoir sur les productions ENR en 2030. On s'aperçoit que si on déploie toutes ces stations et que si on a vraiment tous ces véhicules qui viennent s'alimenter, les besoins d'énergie renouvelable pour faire de l'hydrogène renouvelable pour ces véhicules fonctionneraient 5% de la production ENR projetée, production électrique. Donc on l'a fait ça. Alors on a aussi une carte 2040, on a une carte 2050. Voilà, on a tout un jeu de cartes. On a des cartes à l'échelle départementale où là on a superposé les trois énergies, on va dire. Donc là, un fond de carte où on voit les bornes électriques. En vert, c'est les... Alors on ne voit pas bien, je suis désolé, mais en vert, c'est les stations bio-GNV. Puis en bleu, les ronds bleus, on ne les voit pas très bien, c'est les stations hydrogène. Et puis, dans notre exercice, on a fait la même chose sur les bornes électriques et le bio-GNV avec des cartes. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, schéma régional d'avitaillement. J'oubliais juste un dernier aspect, c'est qu'on a aussi... On en a profité, comme on a fait ce travail-là collectivement avec les partenaires en région. On a fait toute une phase de concertation et on a pu identifier les freins au déploiement de ces infrastructures. Et donc derrière, on a un plan d'action qui est proposé, voilà, qui a vocation à éclairer les politiques de la région qui sont en train d'être construites sur le sujet. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais juste terminer sur ça, c'est que là à droite, vous avez la carte des projets d'écosystème en région Centre-Val de Loire. Il y en a une dizaine, donc des projets plus ou moins avancés. C'est un peu moins fourni que la région Bretagne. Par contre, on n'a pas mis sur cette carte les acteurs qui proposent des briques hydrogène. On a une autre carte où on a toutes les entreprises qui sont là-dessus. Et donc, on a sur ces 10 écosystèmes, quasiment tous sont quand même assez axés mobilité lourde. Donc, je reviens au sujet de base. Et on a 2 projets notamment. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, on devait avoir quelqu'un de FM Logistique qui devait compléter mon intervention pour présenter le deuxième projet, là, qui est FM Logistique, qui est dans le Loiret. Donc, je vais juste les résumer très rapidement. Mais on a 2 projets qui sont assez emblématiques. On a un logisticien qui s'appelle FM Logistique, qui a 3 entrepôts dans le Loiret. Et qui souhaite du coup installer un électrolyseur sur un des sites et sur les 3 sites installer des stations de distribution qui seraient aussi ouvertes à d'autres acteurs. Donc l'objectif de base, c'est déjà de produire de l'hydrogène pour alimenter des transpalettes. Ils ont déjà 25% de leur flotte de transpalettes qui est à hydrogène. Ils veulent passer à 100%. Donc je crois que c'est 200 transpalettes derrière. Et puis compléter avec des camions et logisticiens là-dessus. Et puis éventuellement peut-être des partenariats avec Orléans Métropole sur la flotte de bus. Donc ça, c'est encore un projet, mais qui vise à se déployer en 2023-2024. Et puis on a au nord d'Orléans, c'est à la plateforme logistique d'Artenay, c'est ce que j'en parlais tout à l'heure, qui est la 4e plateforme de France. Donc là, il y a un projet de Total Énergie, qui veut implanter un centre routier. Alors ça fait partie d'un maillage, d'ailleurs leur projet s'appelle Maillage, c'est un maillage national en station. Et sur la 10, sur l'axe Bordeaux, nord de la France, il y a un maillage de 3-4 stations et ça fait partie de ce projet-là. Et donc là, c'est un centre routier pour délivrer du gaz naturel compressé et d'hydrogène, de l'hydrogène, et puis aussi à 350 et 700 bars, et aussi du bio-GNV. Donc c'est un gros centre routier. Donc c'est un projet qui est assez intéressant. Et l'aspect intéressant de ce dossier-là, c'est que Total fait partie en fait
de l'actionnariat, je ne sais plus, de la joint venture sur Hyzon, les constructeurs de camions. Ils sont en train de travailler pour mettre à disposition une flotte de 26 poids lourds, justement pour inciter, on va dire, les logisticiens et transporteurs routiers de ce secteur à s'équiper là-dessus. Voilà un peu sur la dynamique en région Centre-Val de Loire, sur le sujet notamment de la mobilité lourde. Parfait. Juste quelques éléments sur ces deux projets, les échéances et les coûts. Alors, les coûts de mémoire, je crois que c'est sur FM Logistique, ça devait être dans les 15 ou 18 millions d'euros. Maillage, à peu près pareil, sachant que le projet Maillage, c'est ils ont déposé un projet à l'ADEME sur le sujet. C'était 3 stations, une à Bordeaux, une à Artenay et une à Paris-Nord. Je crois que le projet global était dans les 56 millions d'euros, donc il faudra diviser par 3, je crois. Après, je prends des pincettes sur ces sujets-là. Oui. C'était encore en amont sur là-dessus. Mais par contre, avec des délais de réalisation assez courts, c'était 2023-2024. 2023 2024, début des travaux. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Cuev, j'ai retrouvé ma question. Vous nous parliez de l'appel à projet qui est lancé là officiellement aujourd'hui, ici à Rouen. Le délai de réponse, il faut préparer ces dossiers pour quelle échéance? Il marche. Disons pour fin septembre, début octobre, ça serait très bien, puisque ce sont des budgets particuliers qu'il faut engager en termes opérationnels dans les 3 ans. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Steve Labelli, Pardon? L'appel est sur le site de la région Bretagne. Très bien. Merci beaucoup. Steve Labelli, vous êtes responsable des relations institutionnelles chez Sogestran. Nous allons reprendre la mer. Alors, le fleuve, peut-être, plus exactement. Vous allez nous parler de cet automoteur que vous allez nous faire découvrir et que l'on pourra visiter, emprunter dès demain dans le cadre des visites, je crois. Alors, voir, oui, emprunter, non. Voir. Monter à bord? Même pas? Même pas, comme il est en travaux. On restera sur le quai. On restera sur le quai, exactement. Alors... Dernier exemple donc de la mobilité ce matin. Ça va marcher, vous allez voir. Voilà. Alors là, on vous voit, mais on va voir votre présentation qui arrive. Magnifique. Alors, quelques mots sur Sogestran, qui est un établissement de taille intermédiaire qui emploie 1400 salariés. Il a été créé en 1948 autour du transport fluvial, qui est notre cœur de métier historique, qu'on a complété ces dernières années avec beaucoup de transports maritimes, dont une société, la maritime nantaise, qui exploite aussi quelques navettes du côté de Brest, pour l'île Longue par exemple. Et que ce soit en fluvial, donc CFT, Compagnie Fluviale de Transport, qui est la filiale qui s'occupe du fluvial, et le premier armateur fluvial français, un armateur européen qui compte sur le Danube, mais aussi sur le Benelux. Et dans les métiers qu'on va retrouver autour de ces deux principaux piliers du groupe, on va avoir une activité de service aux industries et une activité de logistique qui va nous intéresser pour l'automoteur dont on parle. Donc de logistique qui est du transport combiné fleuve-route, donc de conteneurs, mais aussi un peu de rail-route, et de la logistique urbaine fluviale. Sogestran est armateur, c'est-à-dire qu'il est propriétaire de sa flotte. On possède environ 200 bateaux qui se répartissent entre 150 et 160 bateaux fluviaux, donc exploités sur les voies navigables uniquement, et une quarantaine de navires qui font du transport ro-ro, de colis lourds, projection des services de l'armée, transport d'Ariane 5 aussi, mais aussi du transport chimique sur des marchés de niche. Donc eau douce et eau salée. Eau douce et eau salée, exactement. On peut concilier marin d'eau douce et marin de haute mer. J'espère. C'est pas toujours facile, mais alors on a la particularité d'avoir notre propre direction technique, c'est-à-dire qu'on conçoit nos bateaux et les navires, on les adapte aux besoins des marchés, des clients, et ça nous a permis de nous doter d'une philosophie en termes de verdissement et de réduction de nos impacts. Ce verdissement,
l'innovation, tout ça, c'est dans l'ADN du groupe depuis très très longtemps, bien avant qu'on en parle ces dernières années. Et on a formalisé ça il y a à peu près 5 années autour de 3 piliers. Alors là, je parle plutôt sur la partie fluviale ici, que sont la longue distance, les zones urbaines et les temps morts. En longue distance, on va évidemment chercher à développer les économies de gaz à effet de serre, réduire ces gaz à effet de serre. Alors pour ça, dans un premier temps, on va utiliser carburants alternatifs, les nouveaux carburants de substitution, comme vous voulez, qui vont nous permettre d'être relativement efficaces avec peu ou pas trop d'investissement sur la flotte. Le but, c'est de pouvoir aller vite. Dans les zones urbaines, par contre, là, le problème va être autre. On va chercher à réduire les émissions polluantes, les émissions de particules, les NOx, tout ce qui va incommoder les habitants. Et pour ça, donc, on va viser du zéro émission. Et là, on va s'appuyer plutôt sur l'électrique. Alors, l'électrique à partir de la batterie ou l'électrique à partir de l'hydrogène. Alors, hydrogène vert, évidemment, puisque s'il s'agit de le produire à partir de charbon ou de fossiles, c'est quand même moins intéressant. Mais notre projet hydrogène va s'inscrire sur ces zones urbaines et ces réductions des émissions. Et puis, c'est un vrai sujet aussi, à quai, on va faire en sorte de ne pas utiliser nos groupes aujourd'hui diesel lorsqu'on est à quai, donc tous les temps morts, chargement, déchargement, les temps d'attente dans les écluses, les quais, etc. Et ce branchement à quai va avoir un intérêt d'autant plus important sur les énergies alternatives que ces énergies coûtant aujourd'hui un bras, voire les deux, il est idiot en fait de les consommer alors qu'on peut se brancher à quai. Donc ces branchements à quai, de toute façon, ça va avoir un intérêt pour l'avenir et pour ces énergies que sont l'utilisation de l'hydrogène ou les batteries. Ah, la télécommande est récalcitrante comme hier. Bon. Voilà. Fini par répondre. Voilà. Ça y est, il lui faut un petit peu de temps. C'est comme dans le fluvial, c'est toujours un peu lent. Alors, ça arrive. Ça arrive toujours, et à l'heure en général. Mais voilà. Alors cette philosophie dont on s'est doté nous a donné l'opportunité de rejoindre un consortium européen en 2008 qui répondait à un appel à projet de l'Europe, du programme FCHJU, qui s'appelle aujourd'hui Clean Hydrogen. Donc ce consortium qui regroupe des Scandinaves et des Français, quelques Français dont CFT, armateur du bateau, visait à construire un bateau fluvial propulsé à l'hydrogène. Donc projet qui regroupe, vous l'avez à peu près sur cette diapo, les principaux partenaires. On va citer Ballard qui fournit pile à combustible, ABB qui nous fournit toute la partie contrôle-commande, et LMG Marin qui est à Toulouse qui fait de la partie architecture navale, en collaboration avec notre direction technique, évidemment, qui va s'appuyer là-dessus. Ce projet-là visait évidemment à développer l'hydrogène dans des activités fluviales, à en démontrer sa pertinence, à développer l'écosystème qui va autour, et aussi à travailler sur la réglementation. Ça, on va y venir à côté. Et dans les attendus du projet, évidemment, il faut utiliser à minima 50% d'hydrogène vert. On va plutôt s'orienter vers 100. Et surtout, ce qui est assez rare, souvent les financements européens aident à construire un bateau, puis une fois qu'on a construit le bateau, on se dit youpi, l'affaire est faite, et puis on passe à autre chose. Ici, on doit exploiter commercialement 18 mois ce bateau fluvial, cet automoteur fluvial, en exploitation réelle, et exploiter 18 mois à l'hydrogène. Hors de question de tourner avec du gazole ou avec autre chose. Donc de ce financement, à côté de ce financement européen-là, on a eu aussi un cofinancement de Voies navigables de France qui nous aide sur la partie bateau et sur tous les aspects qui n'étaient pas financés par le projet européen. Et donc ce qui nous a permis de construire ce bateau-là, donc bateau qu'on verra demain, bateau qui existe, aujourd'hui il est construit, il flotte, il se déplace par lui-même en diesel électrique, et bateau sur lequel aujourd'hui on est en train d'ajouter toute la partie hydrogène. Alors je me bats toujours avec la télécommande pour passer les diapos, mais ça va venir immanquablement. Voilà, alors hop, j'en ai passé une de trop. Alors les bateaux fluviaux, traditionnellement, c'était un moteur, un réducteur, une ligne d'arbre, une hélice.
très mécanique. L'expérience qu'on a est que ce genre de propulsion-là en fait, pose des problèmes pour introduire de l'innovation. C'est très compliqué en fait. On voit aujourd'hui que l'innovation elle va se faire avec de l'électrique. Voilà. On va électrifier ce qui se passe à bord et avoir un système qui est purement mécanique, c'est un peu compliqué de le faire évoluer. Donc on a choisi en fait de décorréler la partie bateau de la partie génération électrique et utilisation de propulsion. Un bateau fluvial, l'âge moyen des bateaux fluviaux en France, c'est 60 ans. Donc on voit que le bateau qu'on construit aujourd'hui en 2022, en 2050, année de la décarbonation totale, en fait, il sera toujours en service et toujours en service pour quelques années. Donc on doit intégrer tout de suite ce qui va se passer en 2050 et décorréler ces deux fonctions-là est une façon idéale. Alors là, on est parti sur de l'hydrogène, donc je dirais qu'on est à l'étape presque ultime. Hein. Nous, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les deux solutions pour vraiment décarboner zéro émission, on ne voit aujourd'hui que la batterie et l'hydrogène pile à combustible. L'innovation, l'histoire nous montrera qu'il y a probablement d'autres solutions, mais aujourd'hui c'était notre constat et c'est ce qui nous a amené en 2018 à répondre à cet appel à projet et à proposer un bateau hydrogène, ce qui est une première en Europe, cet automoteur fluvial. Mais dans l'idée de la décorrélation de la partie génération d'énergie et bateau, ça nous permet aujourd'hui, par exemple, on aurait pu imaginer ce même bateau-là avec une génération diesel électrique, donc un groupe diesel, et puis dans 2 ans, 3 ou 4 ans, passer sur un groupe gaz électrique. Donc on enlève le diesel, on met un moteur gaz, puis de l'hybrider, puis de passer à la pile à combustible. Alors là, on a fait le grand saut, on est directement passé à la pile à combustible, mais on pourrait imaginer en fait ces cycles d'évolution qui ne concerneraient que le pack, on va dire, énergie, et qui évite d'avoir à casser tout le bateau à chaque fois qu'on veut introduire une innovation. Alors, tout ça nous amène à notre Comment ça marche ? Voilà, comment ça marche à ce bateau. Alors, on a proposé un bateau de logistique urbaine. Donc, c'est un bateau à pont plat, doté d'une grue qui rend le bateau autodéchargeant, qui peut transporter des colis, des palettes, des conteneurs, des caissons en pyrrole, ce qu'on voit dans les déchetteries, hein, typiquement. Mais on peut transporter aussi des éléments préfabriqués. On a 5 bateaux qui sont en service, un à Lyon, un à Paris et les autres sur la Belgique. Aujourd'hui, sur Paris, on transporte beaucoup d'éléments préfabriqués pour le BTP, mais on a fait aussi des expérimentations en triporteurs, des colis pour des expressistes, pour de la grande distribution et autres. Donc, petit bateau qui fait 50 mètres ou 55 mètres, 8 mètres de large. Petit déplacement, c'est un déplacement de 400 tonnes, ce qui est assez limité. Équivalent de combien de camions ? Alors, c'est l'équivalent d'une... Alors c'est compliqué, en logistique urbaine, les camions, il y a à peu près toutes les tailles, mais on va dire entre 30 et 50 camions. Oui. Voilà. Et ce bateau-là de taille réduite, avec un parcours qui est très limité, puisqu'il va évoluer entre soit Gennevilliers, soit Bonneuil, et ce vers Paris. Donc il va faire une 60aine de kilomètres par jour. C'est assez limité. On a 400 kilowatts de propulsion. Et on va faire à peu près 300 km par semaine. On a d'autres bateaux fluviaux qui font 300 km par jour et qui représentent 7000 tonnes de déplacement et 2000 kW de propulsion. Donc on est parti sur un petit bateau parce que ça se prêtait bien en fait à une énergie qui aujourd'hui quand même présente quelques difficultés par rapport à la densité d'énergie et au stockage de cette énergie-là. Donc vous le voyez, on a un bateau sur lequel la timonerie, le poste de pilotage est à l'avant, donc sur votre droite, et la partie hydrogène est à la gauche. On s'est dit que sur un bateau, séparer l'équipage de la partie hydrogène, au début, c'était pas une mauvaise idée. Et sur cette partie hydrogène, donc en dessous du conteneur orange et rouge que vous voyez, il y a une salle machine avec un diesel électrique. Donc aujourd'hui, ce bateau, il fonctionne comme ça. En fonctionnement hydrogène, le jour où on a un pépin sur l'hydrogène, on coupe tout et on repasse en diesel électrique. Contrairement à un camion, le bateau a un petit problème, c'est que lui, quand il tombe en panne, la route, elle bouge. Le camion, il s'arrête, il se met sur le bas-côté. Nous, quand on tombe en panne, on doit pouvoir toujours aller à un point de stationnement, etc. Donc on a besoin d'une énergie de secours, on a besoin d'autonomie. Donc pile à combustible qui est dans de ce conteneur orange, 2 piles à combustible de 200 kW chacune fournies par Ballard, qui est un partenaire danois.
Nous avons dans le conteneur rouge qui est juste devant une quarantaine ou une cinquantaine de bouteilles pour stocker de l'hydrogène comprimé à 300 bars et on va avoir 300 kg. Voilà, avec ces 300 kg, on va avoir à peu près une semaine d'autonomie, ce qui est relativement peu, hein, parce qu'avec le même volume, l'équivalent de ce volume-là en stockage gazole, on pourrait naviguer pendant peut-être 4 mois ou 5 mois. Donc voilà, on a effectivement des contraintes qui sont liées à cet hydrogène, hein, ce gaz qui est très petit, très volatile, très énergétique au kilo, mais pas au litre. Et donc on a choisi de stocker ça dans un conteneur, ce qui permettait aussi de faire évoluer le stockage. Si dans 5 ans on trouve une solution meilleure que le gaz comprimé, ben on enlèvera ce conteneur-là puis on mettra autre chose. Et si dans 5 ans on trouve la panacée, et ben on pourra aussi évoluer. Donc on garde cette évolutivité sur le bateau. Et l'autre intérêt d'avoir un conteneur et de pouvoir le démonter, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de station hydrogène qui existe. Donc, alors on pourrait amener un camion d'hydrogène au bord du quai pour faire l'avitaillement, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Et donc, plutôt que d'amener le bateau à la station, ce qui pose quelques problèmes logistiques, on a choisi au moins d'amener le conteneur. Donc ce conteneur, on le décharge au portique, c'est un conteneur ISO 20 pieds. Hein. On le décharge sur un portique, on le met sur une remorque routière, on l'amène en station, on le remplit. On le ramène le lendemain matin. Idéalement, on fait ça en temps masqué, soit le week-end, soit le soir. On le ramène le lendemain matin ou le lundi matin. Et on est reparti pour une semaine de navigation. Donc voilà à peu près le principe. Tout ça, évidemment, zéro émission, hydrogène vert. Qui dit zéro émission ne dit pas zéro problème, hein, puisque alors, on avait prévu cette visite-là en décembre de l'année dernière. On pensait avoir fini le bateau. Il n'est pas terminé parce que si c'est innovant, il y a forcément un peu de retard qui se niche dans les détails. Voilà, la région Bretagne ne nous dira pas le contraire, je pense. Vous n'avez pas de problème de paperasse, vous? Alors, on avait eu peut-être. On a un problème. Il y a des problèmes, il y a toujours une solution, mais la réglementation fluviale est ainsi faite que ce qui n'est pas autorisé est interdit. C'est très prescriptif, c'est une réglementation européenne, il n'y a pas de réglementation nationale en fluvial. Et cette réglementation-là, elle était faite traditionnellement sur le gazole. Le GNL y a été ajouté récemment, mais l'hydrogène n'est pas dedans. Donc si ce n'est pas dedans, c'est interdit. Qui dit interdiction, dit demande de dérogation, et c'est là que le côté paperasse commence, et le temps aussi qui va avec, parce que c'est un travail qui est assez long, c'est un travail qui est fastidieux, qui est compliqué, parce qu'effectivement, il faut rassurer tout le monde, et les services instructeurs qui vont délivrer la dérogation, le titre de navigation donc, du bateau, qui permet à ce bateau-là de naviguer, dans le cadre d'un arrêté qu'on appelle la zone restreinte en France, hein. La réglementation est nationale, mais la déro est française. Le service instructeur qui va délivrer cette autorisation-là met un petit peu sa tête sur le bio. Donc évidemment, avant de poser sa tête, il demande à avoir un certain nombre de vérifications. Et tout ça prend du temps. Il faut des études de risque, des études de danger, des études de dispersion. Il faut s'entourer de gens compétents. Pour ça, on est allé chercher Ariane Group qui nous aide. Hein. On a eu la présentation d'Emmanuel Edline hier qui a parlé de l'histoire de l'hydrogène. Donc Ariane Group nous aide là-dessus. LMG Marin qui connaît aussi très bien l'hydrogène sur la partie architecture nous aide. Et avec ça, voilà, on essaye de rassurer tout le monde et de démontrer que ce bateau-là peut être aussi sûr qu'un bateau diesel, mais surtout beaucoup plus propre. Car il faut le rappeler, vous l'avez dit, c'est une première en France. Enfin, c'est une première en Europe et évidemment en France. Oui, absolument. Alors, on voit beaucoup, on parle souvent de projets, etc. Voilà, demain, on le verra, le bateau, il est là. Il est dans notre quai, il est au dans Havre. notre quai. Nos équipes travaillent dessus. On a choisi en fait d'intégrer nous-mêmes la partie hydrogène, pile à combustible, etc. Donc, ce sont nos équipes de maintenance qui montent le matériel. Pourquoi ? Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi des questions de montée en compétence des équipages, des services techniques, etc. C'est quand même de l'hydrogène qu'on va avoir à bord. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et quand on va maintenir ça, puisque immanquablement il y aura des pannes, hein, enfin, voilà, c'est l'histoire de tous les projets innovants, immanquablement il y aura des pannes, il y aura des petits défauts, il y aura des trucs, on va déverminer ça. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi là-dessus. Donc on a choisi de monter en compétence en interne pour pouvoir mieux gérer ça ensuite. On devrait le voir sur la Seine, en abord de la région parisienne, à partir de
d'après vous? Alors ces premiers tours d'hélice, ces premiers essais normalement à la fin de l'année. Hein, le Covid nous a pas aidé, disponibilité des matériels nous a pas aidé, la difficulté nous a pas aidé et mise en service, je pense au premier trimestre 2023, ce qui veut dire qu'il sera là pour les JO de 2024. Et voilà, qui sera probablement, je pense pour les JO, ce sera toujours le seul bateau hydrogène sur la Seine. Les délais sont très longs. Hein. On a commencé donc la réflexion en 2018, le projet a commencé le 1er janvier 2019, la mise en service sera en 2023. Voilà, 4 ans, c'est très long, mais c'est le lot, c'est le lot de tous les premiers bateaux. Ça sera plus rapide après, plus facile. Aujourd'hui, ça coûte très cher, mais les technologies vont évoluer et ça s'améliorera. Il y a une chose sur laquelle on devra travailler, je terminerai là-dessus, c'est le stockage de l'hydrogène. Aujourd'hui, on voit bien que le stockage sous forme comprimée, là on a pris du 300 bars parce que c'est ce qui est le plus facile et le plus courant, mais on voit bien, même à 500 bars, même à 750 bars, on voit bien que ça sera pas la solution de l'avenir. Donc il faut que les spécialistes nous fournissent des solutions de stockage beaucoup plus safe, et plus compact surtout. Vous l'avez peut-être dit, mais peut-on le rappeler, le montant du projet Alors le financement européen sur ce projet-là, le projet, alors il y a plusieurs composantes, il n'y a pas qu'un bateau, il y en a un deuxième, mais au total il y avait 7,5 millions d'euros d'investissement. Alors ça c'est ce qu'on prévoyait au début, hein, vous vous doutez qu'au final on est plus haut que ça. Et il y a 5 millions d'euros qui sont apportés par la Commission européenne là-dessus, voilà, ce qui est une contribution très importante. Et VNF nous apporte en cofinancement aussi dans les 5 ou 600 000 euros, quelque chose comme ça. Les voies navigables de France. Hein, Voies navigables de France, c'est ça, qui gère les voies navigables, mais qui a aussi un plan d'aide à la modernisation pour développer ces solutions fluviales de transport. Très bien. Eh bien, merci beaucoup et félicitations pour vos slides qui sont très bien représentés. Peut-être a-t-on le temps de prendre une ou deux questions avant la pause. Y en a-t-il ou pas? Je ne vois pas de bras se lever sur les projets très intéressants qui nous ont été présentés. Eh bien, écoutez, nous avons respecté, et je vous en félicite tous les quatre, le timing précis, et donc il est 10h45, voilà. Nous marquons une pause d'une demi-heure, le temps d'un café, peut-être accompagné de petits croissants, et on se retrouve, merci beaucoup, on se retrouve dans une demi-heure, 11h15, et nous verrons maintenant l'hydrogène, mutation dans l'industrie. À tout de suite.